Bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau programme d'algèbre homologique. Je m'appelle André Malibama et aujourd'hui nous allons enregistrer notre deuxième vidéo sur l'algèbre homologique. Nous sommes toujours en train de parler des catégories, mais dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à quelques morphismes spécifiques. Dans la première vidéo, nous avions parlé des catégories, nous avions donné la définition, les exemples. Nous allons parler de la catégorie discrète, la catégorie petite, small. Et comme exemple, nous avons vu la catégorie des possèdes. Nous allons parler de la notion d'isomorphisme dans les différentes catégories que nous utilisons souvent. Dans cette vidéo, nous allons poursuivre, mais nous allons beaucoup plus nous intéresser à quelques morphismes que nous allons beaucoup plus rencontrer dans la suite de notre programme. Ces morphismes sont ce qu'on appelle par les moniques, les épis, ou bien les monomorphismes et l'épimorphisme, comme certains connaissent sous ces noms-là, en fait. Donc, sans plus tarder, je vais partager mon écran et nous allons commencer. Monique, épi. Alors, donc, ici, C est une catégorie. C est une catégorie et ici, F de A à B est un morphisme. Est un morphisme. Alors, F est appelé monique si pour tout objet C que je prends ici et pour tout morphisme GH qui vont de C dans A ici, tel que C, G est différent de H, on a F, on a F rang G qui est différent de F rang H. Ce que je vais dire par là, c'est quoi? C'est que nous avons ce schéma-là. C, A, nous avons ici B, là c'est F, ici nous avons deux morphismes qui est GH, et les GH sont différents. Alors ce qu'on nous dit, si les deux là sont différents, nécessairement, eux aussi sont différents, la composition. F est appelé épi si pour tout D que l'on prend dans OB ici, on prend GH de B dans D, tel que G différent de H, on a G rang F est différent de H rang G. Donc la situation ici est comme ceci. Nous avons A, B, D, G, H, F. On nous dit ici, si G est différent de H, alors H rang F est différent de G rang F. C'est ça la définition. Et donc, pour appliquer ces notions-là, pour voir comment est-ce qu'on peut les utiliser, nous allons faire un exercice qui se trouve dans le livre de Charles Weibull. C'est le premier exercice carrément de l'appendice. Donc, c'est exercice A11 Weibull. Dans cet exercice, il y a deux volets. Le premier volet, on nous dit de montrer que l'inclusion Z, donc Q, est épi dans la catégorie des anneaux, rings. L'inclusion signifie que je définis une application qui envoie A à A. Et je dois montrer que cette application-là est un épi. Alors pour cela, il me faut prendre deux morphismes ici, qui partiront dans R, GH, tel que G différent de H,
Et je dois montrer que la composition de G rang F et H rang G sont différentes. Donc, G rang F doit être différent de H rang F. C'est ça que je dois montrer. Et donc, la meilleure façon de le faire, c'est de le faire par absurde. On suppose que c'est vrai et on aboutit à une contradiction. Donc, on suppose que G rang F est égal à H rang F et on doit aboutir à une contradiction en utilisant l'hypothèse. Donc, en utilisant l'hypothèse qu'on a. Voilà, donc ici, G rang F ici part de là, de Z. Donc, on prend un élément dans Z. On a G rang F de A est égal à H rang F de A. Ça veut dire que G de A est égal à H de A. Parce que, et ça c'est quel que soit A que l'on prend dans Z. J'ai envie de dire que ceci veut dire que G est égal à H, mais si je le dis, ça sera faux. Tout simplement parce que G et H prennent leur valeur dans Q. Donc, pour que j'arrive à cette conclusion, il faudrait que je montre que G de A est égal à F de A pour tout élément que je prends dans Q. Or, ce que je viens de faire ne marche que pour tout élément que j'ai pris dans Z. Donc, pour clôturer la preuve, il faut que je prenne un élément de Q qui n'appartient pas à Z et je regarde si ça marche. Donc, je prends soit X, un élément de Q qui n'appartient pas à Z. Alors, dans ces conditions, si je prends un élément de Q qui n'appartient pas à Z, cet élément doit être de la forme peut-être A sur B avec B différent de 1 parce qu'il n'appartient pas à Z. Bon, comme B est forcément non nul, hein? Bon, comme B est différent de 1, quand je calcule G de X, ça me donne G de A fois B moins 1. Pourquoi A fois B moins 1? Mais parce que A et B sont des éléments qui sont dans Z. Et Z, donc dans Q, je veux dire, hein, parce que Z est contenu dans Q. Donc, quand je le regarde comme élément de Q, dans Q, euh, dans Q, tout élément non nul est inversible parce que Q est un corps. Donc, j'ai le droit d'écrire ça comme ceci. Et ça me permet d'avoir G de A fois G de B moins 1. Et ici, A et B, comme A et B sont les éléments de l'autre, comme A et B sont des éléments de Z, et on a vu ici que quel que soit l'élément que je prends dans Z, j'ai cette égalité-là. Et donc, G de A égale à H de A. Et là, j'ai H de B moins 1, ce qui me donne H de X. Et donc, j'ai ici G de X égale à H de X pour tout X que je prends dans Q finalement. Donc, puisque j'ai l'égalité pour tout X que je prends dans Q, je peux conclure que G égale à H, ce qui a une grosse contradiction par rapport à l'hypothèse, parce que par hypothèse, nous avons ici G différent de H. Donc voilà, on aboutit à une contradiction, ça veut dire que Z dans Q est bien hippie, de la catégorie des anneaux. Mais attention, si vous changez de catégorie, ceci n'est plus garanti. Ça, c'était le premier volet de l'exercice. Le deuxième volet de l'exercice nous parle de Q, la Q dans R. Nous allons montrer que Q dans R est épi de la catégorie des espaces topologiques séparés. Alors, donc ici, nous allons prendre Q dans R, F, qui envoie A à A. Nous allons ajouter, toujours dans R, GH ici, tel que G différent de H. Même chose, nous voulons montrer que G rang H, G rang F est égal à H rang F. Donc, supposons que G rang F est égal à H rang F. Si nous supposons que G rang F est égal à H rang F, alors, quel que soit le A que nous prenons dans Z, nous avons G de A, donc Q, pardon, nous avons G de A qui sera égal à H de A.
quel que soit A dans Q. OK. Mais ceci ne nous arrange pas toujours parce qu'ici, nous voulons euh, prendre nos éléments dans R. Donc, il nous faut maintenant nous intéresser à avoir la même égalité pour les éléments de R qui ne sont pas dans Q, un peu comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, on prend soit X, un élément de R qui n'est pas dans Q, dans un élément qui est irrationnel. Bon, je vais pas, je préfère juste prendre, en fait, R privé de Q est bien contenu dans R. Donc, dire que X appartient ici, ça veut c'est tout simplement dire que X appartient à R, mais R, en fait, Q est dense dans R. Comme Q est dense dans R, ça veut dire que l'adhérence de Q, c'est R. Et donc, Q étant dense dans R, nous avons ceci, ça veut dire que notre X appartient bien à Q bar. Et appartenir à Q bar, à l'adhérence de Q, signifie que tout voisinage de X rencontre Q. Donc, ça veut dire que, quel que soit Vx, voisinage de X, on a Vx inter Q est différent de l'ensemble vide. Et comme c'est différent de l'ensemble vide, ça veut dire qu'il y a un élément de Q qui appartient à Vx, au voisinage de X. Donc, il existe, parce que X lui-même n'appartient pas déjà à Q, donc il existe un élément Z de Q. Cet élément ne peut pas être égal à X parce que X n'appartient pas à Q. Donc, un élément, voilà, Z de Q, tel que Z appartient à V de X, au voisinage de X. Mais si Z appartient à V de X, ça veut dire que tout voisinage de Z, le voisinage Vx, ici, est différent de l'ensemble vide. Et ça, c'est un problème. C'est un problème parce que ici, Z est différent de X et que notre espace est séparé. Comme notre espace est séparé, si Z est différent de X, ça veut dire qu'il existe, il existe un voisinage de X et un voisinage de Z tel qu'une intersection égale à l'ensemble vide. Mais ici, ça ne marche pas parce que quel que soit le voisinage de Z qu'on prendra, l'intersection ici sera non vide. Donc, ici, ça contredit contradiction. Contredit le fait que l'autre est séparé, l'espace est séparé. Donc, d'où nous avons ici G rang F est égal à H rang F. Voilà. Donc, Q contenu dans R ici est séparé et est bien un épi dans la catégorie des espaces topologiques séparés. Mais si vous changez de catégorie, ça risquera de ne plus être vrai. Bon, nous allons revenir sur cette notion de épi et autres. Nous allons l'appliquer à d'autres choses tout à l'heure. Mais avant ça, nous allons d'abord définir ce qu'on appelle par un objet initial. Alors, un objet initial, objet initial. Alors, un objet initial n'existe toujours pas. Alors, si il existe, s'il existe. Alors, dans une catégorie, I ici est initial si, quel que soit l'objet A que je prends dans ma catégorie, il existe un unique morphisme entre I et A. C'est ça. Donc, quel que soit l'objet que je prendrai, il existe un unique morphisme entre I et A. Et ici, comme exemple, on peut regarder de la catégorie des ensembles. 7. Ici, l'ensemble vide est initial, est un objet initial. Alors, parlons de terminal. T est terminal, si ça existe aussi, est un objet terminal. Si quel que soit l'objet A que je prends dans ob de C, il existe un unique morphisme entre
euh, entre A et T. Alors, comme exemple, toujours de la catégorie des ensembles, si vous avez un ensemble, un objet A, un seul élément, vous pouvez définir un morphisme ici qui envoie tous les éléments à celui-ci. Donc, c'est terminé. Bien, nous parlerons maintenant hmm, d'un objet zéro, zero object. Il est parfois nommé comme ceci. Il est à la fois initial et terminal. Voilà. Alors, dans l'ensemble des anneaux, des ensembles plutôt, il n'y a pas d'objet zéro. Mais attention, dans A de la catégorie des groupes abéliens ou de la catégorie des R modules, ici zéro est un objet zéro. OK. Alors, nous allons voir pourquoi est-ce que c'est important de parler de ça. Parce qu'une catégorie qui a un objet zéro nous permet de définir certaines notions. Donc, ici, soit c'est une catégorie ayant un objet zéro. Comme ma catégorie a un objet zéro, alors je peux me permettre de définir ce qu'on appelle par le noyau d'un morphisme. Donc, et F ici, de B dans C, un morphisme. On va définir le noyau. Le noyau, en anglais, s'appelle kernel. Alors, on appelle noyau dans kernel de F. Donc, le noyau de F est un objet. Un objet K, mais cet objet n'est pas seul. Cet objet est muni d'un morphisme I, ou bien petit k ici, tel que K est un morphisme qui va de K dans B. Tel que F rang K est égal à 0. En fait, ce qu'on me dit, c'est K, c'est quoi? C'est que j'ai ici B, C, G, F. On me dit que le noyau de F, c'est un objet qui est ici, K, et cet objet-là vient avec un morphisme qu'on appelle K ici, et qui vérifie que la composition ici nous donne 0. Mais ce n'est pas tout. Cette propriété est universelle. Cette propriété est universelle. Qu'est-ce que ça veut dire être universel? Ça veut dire que s'il existe un autre objet que je peux appeler K', qui vient avec un morphisme K' ici, tel que petit K' va de K' ici dans B, et vérifie aussi, et vérifie F rond K' égale à 0, alors il existe un morphisme unique qui va aller de K' dans K, je vais l'appeler peut-être un morphisme unique, je vais appeler H ici, qui fait commiter le diagramme, qui fait commiter le diagramme suivant. En fait, la meilleure façon de ne pas se perdre est de faire le schéma, c'est-à-dire que vous avez votre AB qui est ici, notre morphisme c'est BC, F, et le noyau c'est K, vous avez un petit K qui est ici, et vous avez vu que la composition ici vous donne 0.
Maintenant, nous venons de prendre, nous disons que la propriété universelle nous dit que s'il existe un autre morphisme qu'on appelle K', qui est ici, qui vient avec un morphisme ici qu'on appelle K', qui vérifie que ça, la composition est égale à zéro, alors il existe un morphisme unique ici, que je vais appeler H, qui fait commuter ce diagramme-là. Faire commuter ce diagramme-là signifie que K rang H est égal à K'. C'est ce que ça veut dire. Donc, à chaque fois qu'on parlera de la propriété universelle, c'est cette propriété. Alors, comment ne pas s'embrouiller avec la propriété universelle? Attention. Oh, 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 oh. Voilà. Je repars en arrière juste pour montrer la technique de bien mémoriser la propriété universelle. En fait, nous définissons le noyau de B. Dans le noyau de B, c'est K qui vérifie cette propriété. Donc, en fait, mais le morphisme de K quitte K pour venir dans B. Et donc, il existe, je dis que pour K' aussi, ça quitte K' pour aller dans B. Et donc, le morphisme unique ne peut plus quitter B. Puisque pour B, ça quitte déjà, ça doit entrer dans B. C'est comme ça que moi, je retiens ça. C'est-à-dire que si ça quitte, si le morphisme quitte mon ensemble, le morphisme unique va entrer dans mon ensemble. Si le morphisme entre dans mon ensemble, le morphisme unique va sortir de mon ensemble. Donc, c'est comme ça que moi, je retiens la propriété universelle. Dans le noyau, finalement, je viens de comprendre que le noyau, c'est un objet, voilà, K, qui vérifie la composition égale à zéro et qui est universel. Bien. Nous allons parler du conoyau. Nous allons parler du conoyau. Conoyau, en anglais, c'est co-kernel. Alors, conoyau de qui? De B, c'est toujours. Alors, le conoyau, ça va être une paire que je vais appeler, par exemple, si vous voulez, T, qui viendra avec un petit T, un morphisme, un petit T comme ça, tel que le petit T est un morphisme qui vient ici et qui vérifie la composition égale à zéro, T rang F égale à zéro, et qui est universel. Universel signifie que s'il existe un autre objet T' qui vient avec un morphisme T' ici et qui vérifie la composition avec F égale à zéro, alors il existe un morphisme unique, un peu comme ce que je vous disais. Quand ça entre, le morphisme unique va sortir, qui va quitter T. Donc T' ici, je vais l'appeler H toujours, qui fait commuter le diagramme. Donc j'ai ici H rond T égale à T'. Voilà. C'est ça la propriété universelle. Donc maintenant, je sais définir le noyau et je sais définir le conoyau. Alors, il y a une affirmation qu'on fait, ce n'est pas un exercice, mais on dit ici, every kernel is a monic. On dit que tout noyau est un monique. Et on dit que tout conoyau est un épi. On peut le montrer. Montrons que tout noyau est un monique. Donc, pour comprendre la question, pour parler de noyau, il faut d'abord avoir un morphisme. Donc, j'ai un morphisme A et B ici. Et je vais montrer que le noyau de ce morphisme est un monique. Donc, le noyau de ce morphisme, c'est un objet K ici, qui s'accompagne de K ici avec F rond K égale à 0.
Et moi, je dois montrer que le cas qui est là est harmonique. Pour montrer que le cas est harmonique, il faut définir deux morphismes qui quittent. Donc, il y a un autre objet que je vais appeler C ici, qui va s'accompagner de deux morphismes ici. Je vais avoir G et H, tel que G est différent de H. Et je dois montrer que 40, je dois montrer que K rang G est bien différent de K rang H. C'est ça que je dois montrer. Donc, je dois montrer ici, j'ai K rang G, je dois montrer que c'est différent de K rang H. Donc, pour le montrer, je suppose que c'est toujours intéressant de le faire par l'absurde. Je suppose que K rang G égale à K rang H et je dois aboutir à une contradiction. Donc, supposons que K rang G est égal à K rang H. Alors, si je suppose que K rang G égale à K rang H, ça veut tout simplement dire que ici, alors ici, je peux calculer F rang K rang G ou K rang H, puis c'est la même chose. Ça me donne F rang K rang G. Mais F rang K, c'est quoi? C'est égal à 0 parce que K, c'est le noyau. Enfin, voilà, vous avez compris ce que je veux dire. Donc, nous avons G rang G égal à 0. Ça veut donc dire ici que j'ai un objet ici qui vient avec un morphisme et vérifie la propriété universelle, la propriété du noyau. Donc, f rang k étant égal à 0 et f rang k rang g égal à 0, par la propriété universelle du noyau, il existe une application unique. Donc, par la propriété universelle, il existe une application unique qui doit quitter g dans k et qui fait commuter ce diagramme. Il existe une application unique qui quitte de C dans K, qui fait commuter ce diagramme. Ça veut dire qu'ici, on est en train de me dire que G est égal à H par la propriété universelle, ce qui est une contradiction. Car par hypothèse, G est différent de H. Voilà. Donc, ici, nous venons de montrer qu'effectivement, c'est différent. Donc, nous avons bien un monique. Donc, on retient ici que tout noyau est un monique. Maintenant, de la même façon, on nous dit aussi que tout épi est harmonique. Oh, pardon. Tout, tout conoyau est harmonique. Est un épi. Tout conoyau est un épi. Donc, pour montrer que tout conoyau est un épi, nous avons donc besoin de notre map ici, AB, qui est notre morphisme. Le conoyau, c'est C. Enfin, je l'avais appelé T, qui vient avec un petit t et qui vérifie T rang F égale à 0. Bon, il vérifie T rang F égale à 0. Et ici, on doit montrer que ce T-là est un épi. Donc, il nous faut définir deux morphismes ici vers un monsieur qu'on va appeler C, qui seront G et H, tel que G est différent de H. Et ce que nous voulons montrer, nous voulons montrer que, euh, nous voulons montrer que G rang T est bien différent de H rang T. Et pour cela, nous utilisons la propriété universelle. Et la propriété universelle nous dit la chose suivante, que donc ici, nous supposons que G rang T est égal à H rang T. Donc ici, nous avons notre H rang T, G rang T. Et nous allons calculer G rang T rang F, qui est égal à G rang T rang F, et que T rang F est égal à 0 par hypothèse, parce que voilà, nous avons un conoyau ici.
Et par l'application, par la propriété universelle, il existe un morphisme unique qui fait commiter ce diagramme. Et donc, ça veut dire que G égale à H, ce qui est une contradiction. Donc, on voit bien qu'ici, qu'un conoyau est égal à épi. Un conoyau, c'est un épi. Maintenant, qu'est-ce qu'on a encore affirmé? Donc, dans le noyau, a kernel of a morphism is a morphism. Voilà. Every kernel is a monic, and any two kernels of F are isomorphic in an evident sense. On nous fait comprendre que si vous avez, si vous avez deux noyaux, si vous avez un morphisme et vous avez deux noyaux de ce morphisme-là, alors ces deux noyaux-là sont isomorphes. En fait, ce qu'on veut dire, c'est quoi? C'est que si on suppose que notre F a deux noyaux, donc il y a K qui joue le rôle du noyau, il y a K' qui joue le rôle du noyau, forcément, il y a un isomorphisme entre K et K'. Et ça, ce n'est pas difficile à voir. En fait, on va peut-être faire ça. Ici, on nous dit tout noyau. En fait, le noyau est unique à un isomorphisme près. C'est comme ça qu'on va dire ça. Le noyau est unique à un isomorphisme près. Ce que je vais dire par là, c'est quoi? Je prends un morphisme F qui va de A dans B et je suppose que ce morphisme a deux noyaux. Donc, je suppose que K1 est un noyau. Je suppose que K2 est aussi un noyau. Alors, K1 est un noyau, ça veut dire que F rond K1 égale à 0. K2 est un noyau, ça veut dire que F rond K2 aussi égale à 0. Donc, en considérant K1 comme noyau, ça veut dire qu'il existe une application unique ici, que je vais appeler H1, qui fait commuter le diagramme. En considérant F2 comme K2 comme noyau, il existe une application unique ici, H2, qui fait commuter le diagramme. Et donc ici, nous sommes dans une situation, comment je peux bien tracer le schéma là? Nous sommes dans une situation, je regarde un peu comment est-ce que le schéma peut être bien fait. Est-ce que ça sera peut-être bien de... D'accord. Même comme ça, c'est moi, c'est pas grave. Ici, lui, il est unique. Et lui, ici, il est unique. Là, nous avons H1, là, nous avons H2. Bon, maintenant, moi ici, donc, j'ai donc ici, en fait, ce qu'il faut faire, c'est vrai que lui, il est unique, lui aussi, il est unique. Ce qu'il faut faire, c'est de montrer qu'en fait, H1 rend H2. On doit montrer que H1 rend H2 est égal à quoi? L'identité de K2 et que H2 rend H1 est égal à l'identité de K1. C'est ça qu'on doit montrer en fait. Et pour le faire, c'est pas trop difficile. Enfin, c'est pas difficile parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste. Alors, on considère, si on prend H1 rend H2, on va le prendre rang qui? Rang K2. Ça va nous donner H1 rang H2 rang K2. H2, ah, j'ai fait une bêtise, veuillez m'en excuser. Ici, K2 est là, donc c'est K2 rang H2, désolé. Et donc ici, là, je vais peut-être prendre K1 rang H1. Je vais prendre K1 ici, rang ça. Ça va être
K1 rang H1 rang H2, qui sera égal à K1 rang H2, K1 rang H1, et H1 c'est ça. K1 rang H1, c'est égal à K2. Donc j'ai ici K2 rang H2. Et K2 rang H2, il ne faudrait pas que je me mette à raconter des bêtises. K2 rang H2 égale à K1. Voilà. Ici, je vais le montrer que K1 rend cette quantité me donne K1. Mais en fait, le diagramme qui est là pouvait être remplacé par un autre diagramme qui s'appelle, parce qu'ici, H1 rend H2, voilà, donc K2, K2 ici, et ici, là, j'appelle H1, donc je l'appelle identité de K2. Ici, là, j'ai K1, K2, A, B, F. Mais en fait, si je remplace l'identité ici, dans ce diagramme, euh, ici, désolé, je mets K1 ici. Donc, j'ai K1, K1, l'identité ici. J'ai bien K1, K1 rend l'identité, me donne K1. Donc, faire commuter ce diagramme, faire l'identité aussi fait commuter ce diagramme. Donc, en fait, ici, par la propriété universelle, puisque ce morphisme-là est unique, unique, la composition est unique, puisque lui, il est unique. Mais on se rend compte que l'identité aussi joue le même rôle et fait commuter ce diagramme. Nécessairement, lui, il est égal à l'identité. De la même façon, nous allons faire la même chose. De la même façon, nous allons faire la même chose avec H2 rang H1. Donc, nous allons prendre H2 rang H1 et ici, nous allons le prendre avec K2. Et nous allons le faire, nous allons trouver K2 ici. Lui, il est unique et l'identité de K1 aussi vérifie la même propriété. Cela signifie que lui, il est égal à l'identité de K1. Et on a montré donc qu'il y a un isomorphisme entre les deux. Donc, le noyau est unique à un isomorphisme près. De la même façon, nous montrons aussi que le conoyau est unique à un isomorphisme près. Donc, par là, je pense que je vais m'arrêter par ici avant de passer à autre chose. Mais ce que je retiens, c'est que on a parlé des moniques. Et les moniques, si nous sommes de la catégorie des ensembles, ou bien la catégorie des modules, les moniques ne sont rien d'autre que les monomorphismes. Donc, les morphismes qui sont injectifs. C'est ça les moniques, dans cette catégorie-là. Les épis sont les épimorphismes, les morphismes surjectifs là-bas. Nous avons vu que, nous avons vu qu'il y a un épi entre Z et Q de la catégorie des anneaux. Nous avons vu qu'il y a un épi entre Q et R de la catégorie des espaces topologiques séparés. Nous avons parlé, vu que les moniques, donc parlé du noyau, montré que tout noyau est un monique et le noyau est unique en un isomorphisme près. Tout conoyau est un épi et que les conoyaux sont uniques aussi à un isomorphisme près. Et ça, c'est très important, tout ce qu'on vient de voir. Donc, cela va être appliqué à ce que nous verrons plus tard. Donc, pour ne pas trop surcharger la vidéo, nous allons nous arrêter là. Et dans une prochaine vidéo, nous parlerons d'autres choses. Voilà, nous allons parler des catégories opposées. Bon, voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci d'avoir suivi et à très bientôt.